Bonjour, vous êtes très nombreux à me parler de la souffrance au travail, thème que j'aborde souvent, et comment mettre en application les grands principes que j'expose dans mes livres et mes vidéos, se foutre la paix, découvrir le pouvoir de l'hypersensibilité, ou être soi grâce à la méthode des 5 portes. Et pour essayer de montrer comment cela s'applique, pour essayer d'explorer les mécanismes de la souffrance au travail, pour nous en libérer, je reçois aujourd'hui Alexandre Dana. Merci beaucoup. Peut-être si tu veux bien te présenter, vous allez voir, j'ai trouvé un hôte de choix pour aborder cette question. Merci Fabrice pour cette présentation. Je suis ravi d'être là. J'ai donc 34 ans et moi j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours été à mon compte. Il se trouve que j'ai créé une entreprise qui s'appelle Live Mentor, qui est un organisme de formation spécialisé pour les entrepreneurs. On ne s'occupe que de ces personnes-là, les créateurs et les créatrices d'entreprises, et on les accompagne depuis 2016 via des formations en ligne. On a accompagné 20 000 personnes depuis 2016, et donc on a pu écouter, entendre de la part de ces personnes deux choses. Premièrement, une fuite du travail salarié, une fuite de la souffrance ressentie dans une grande entreprise, avec une quantité impressionnante de personnes qui lancent leur entreprise suite à un burn-out, suite à un moment où le corps dit stop, où il n'est plus possible pour ces personnes de rester salariés. C'est déjà une bonne nouvelle pour tous ceux qui nous écoutent. Si vous souffrez au travail, vous n'êtes pas le seul. Non. Parce que c'est déjà important de se rendre compte. Souvent, on a l'impression qu'on a un problème avec nous-mêmes. Non. Mais il y a un problème structurel. Et est-ce qu'on pourrait peut-être essayer d'analyser qu'est-ce que tu vois de ce problème structurel ? Ce que je vois en premier, c'est la société des process. C'est l'entreprise qui veut contrôler, veut réduire le risque comme priorité absolue. Donc on dit aux gens, on s'en fiche un peu de qui vous êtes, on va essayer de tout cadrer via une fiche de poste. On s'en fout aussi un peu même des résultats, de ce qui pourrait être génial, des nouvelles idées, Oui. des trucs qui pourraient... Oui, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est de baisser au maximum le niveau de risque. Et donc, ça se traduit par une fiche de poste la plus dense possible, des objectifs trimestriels, semestriels, annuels, aucun espace sur les notions de le plaisir, les notions de sens, les notions d'épanouissement. Et ça génère en fait ces entreprises où on sait que X% des employés veulent démissionner, veulent obtenir une rupture conventionnelle, et on fait tout en fait pour garder la situation sous contrôle, alors qu'on voit bien que les gens ne sont pas heureux d'être là. Et ça, c'est un problème, je pense, majeur de notre société aujourd'hui. Et c'est là que j'aimerais t'interroger, Fabrice, parce que des sociologues se sont posés sur la question, des médecins du travail se sont posés sur la question, des personnes de la sphère professionnelle comme moi se sont posées sur la question, mais qu'est-ce que peut nous dire la philosophie ? D'abord, je pense que ton analyse, c'est important de bien voir la pertinence de ton analyse, c'est-à-dire le process, c'est la promesse de quelque chose qui a l'air rationnel, indiscutable, et en complète sécurité, et offrant une prétendue complète sécurité. Donc je dirais, ce qui est intéressant de voir, c'est pourquoi c'est si irrésistible. C'est-à-dire, si on promet à quelqu'un, on va te permettre que tout soit logique, rationnel et en sécurité, on a tous envie de dire oui. Et là, mais il y a un malentendu initial par rapport à la vérité, disons, de ce qu'est la vie et de l'existence humaine. Donc le philosophe serait frappé de voir que ce qu'on essaye de faire est en contradiction profonde avec la vérité de l'existence humaine, et que depuis les philosophes grecs, on ne cesse de mettre de dire attention, assumez quelque chose de votre humanité, parce qu'elle est outre votre humanité, loin de vous apporter la sécurité et la paix que vous voulez, va vous déshumaniser. Et on voit bien, c'est exactement ça qui se passe. Cette prétendue sécurité finit par nous atrophier de notre propre humanité. Donc dans ces process, l'individu souffre parce qu'il n'est plus un individu, parce que ce qu'il est ne compte plus, parce que ce qu'il aime ne compte plus, parce qu'il n'est plus qu'un rouage d'une machine. Et je crois que la racine du processus, c'est vraiment
ce que les Grecs appelaient l'hybris, qui était pour eux le problème majeur, qui est une forme de démesure, qui est la démesure, et qui est devenue tellement aujourd'hui séduisante parce qu'elle se présente comme absolument rationnelle. Mais là aussi, la philosophie nous dit rationnel n'est pas raisonnable. Et pour reprendre ce que disait mon prof de philosophie, pour nous faire comprendre la différence entre rationnel et raisonnable, la manière dont on déportait les gens pendant la Seconde Guerre mondiale avec les trains était parfaitement rationnelle, mais complètement irraisonnable. Et on a l'impression aujourd'hui que l'ensemble du management est au fond une folie rationnelle qui n'est plus raisonnable. Parce que la finalité, le sens, pourquoi on le fait, à quelle fin, n'est plus jamais abordé. Chacun a vraiment... donc c'est pour ça, c'est un peu radical l'exemple que donnait mon professeur de philosophie, mais des travaux d'historiens aujourd'hui commencent à montrer la logique de la barbarie du management avec ce qui s'est mis en place dans l'Allemagne nazie, essayer de comprendre quels sont ces mécanismes-là. Il y a quand même quelque chose qui doit nous interroger, et je crois que c'est d'autant plus important parce que c'est déculpabilisant, parce qu'on se sent tous culpabilisés de ne pas réussir. Parce que ce qui m'importe aussi comme troisième point d'analyse, c'est que la perversion de ce système, c'est qu'il fait croire à chacun qu'il est en faute de ne pas réussir à répondre aux objectifs qu'on lui demande. Et c'est très difficile de dire non, ce n'est pas ma faute si je ne réponds pas aux objectifs, c'est pas un problème psychologique, un problème de compétence, un problème d'intelligence, mais c'est que le processus tout entier est profondément pervers, parce qu'il est à la fois irrationnel, mais il y a une forme de perversion, puisqu'il nous fait croire quelque chose qui n'est pas. C'est ça la perversion. Je te fais croire que je t'aime, et en réalité je t'aime pas du tout, je suis juste en train de te manipuler pour quelque chose. On pourrait dire qu'il y a une forme de manipulation, puisque, encore une fois, c'est personne en tant que tel, c'est le système dans lequel on est tous pris. Mais le système fait que je te demande de faire des choses, tu ne peux pas les faire, tu ne peux pas avoir de satisfaction à les faire, puisque dès que tu les auras fait, tu es déjà en faute de ne pas en faire plus, et puis tu es tout le temps dans la frustration que les process t'empêchent de faire ce pourquoi, en même temps, on te demande d'agir. Moi, voilà, on le voit tous dans nos boulots. On te demande de faire quelque chose, mais les process t'empêchent de faire ce qu'on te demande de faire. Donc, tu es pris dans une sorte de ce que l'école de Palo appelle le double bind, une sorte d'injonction paradoxale qui fait que les gens craquent. Et c'est très important d'arriver à comprendre l'ensemble de ces mécanismes. Ouais, et quand je t'écoute, je repense à un de mes livres préférés qui est Fondation de Isaac Asimov, un grand auteur de science-fiction, qui décrit un futur où la planète Terre entière s'autodétruit sous les process, sous la complexité des règles, avec en fait des millions, des dizaines de millions, des milliards d'êtres humains qui en fait ne travaillent plus que pour assurer la survie des process et des règles à l'œuvre, sans jamais être connecté à la valeur créée, au sens et au fait. Et à la réalité, parce qu'au fond, le process donne une illusion qu'on est en rapport au réel, mais c'est une réalité. Parce qu'au fond, aussi l'autre problème philosophique, c'est que la réalité est imprévisible par nature et une complexité qu'on ne peut pas réduire. Et le process, c'est pourquoi il est irrationnel, c'est qu'il prétend que tout est prévisible et il prétend qu'on peut tout simplifier. Oui. Et ça, c'est faux. Et là, je crois qu'il est important de dire qu'on n'est pas du tout éloigné de ce que présentait Charlie Chaplin dans les temps modernes. On a tous vu ce film et on a tous en tête l'image de Charlie Chaplin qui est dans cette usine et qui fixe des boulons. Ça, et toute la journée, il doit juste fixer des boulons, il doit respecter ce process-là et faire la même chose débilement. Ce qui fait d'ailleurs écho à la phrase que disait Ford, il faut absolument partir du principe que les salariés sont bêtes et concevoir leur travail en ce sens. Et parfois, on nous fait croire que la baisse de l'emploi industriel et l'explosion de l'emploi de bureau, l'emploi tertiaire, a fait disparaître ces emplois robotisés. Mais en fait, pas du tout. On retrouve dans des emplois qui se font sur ordinateur la même violence que décrivait Charlie Chaplin dans les temps modernes. Et ça, qu'est-ce que les gens te racontent concrètement de leur souffrance dans l'entreprise et comment ils arrivent au burn-out? Ce qu'ils me racontent très concrètement, c'est qu'ils ont quitté
des entreprises. Non, mais dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils te racontent des burn-out qu'ils ont fait dans l'entreprise? Où on leur demandait d'arriver tous les matins, de se connecter sur l'ordinateur, de voir apparaître une liste de choses, de tâches à accomplir, de devoir travailler que sur ces tâches-là tout au long de la journée et d'envoyer un mail à la fin de la journée donnant le statut, est-ce que j'ai réalisé mes tâches ou pas? Et ça s'est accéléré avec le Covid, avec l'explosion du télétravail, où certaines entreprises ont mis en place des outils pour contrôler à distance le travail des salariés et voir ce qui était produit sur l'ordinateur pour mesurer les temps de connexion effective sur la machine. Et c'est ce genre de situation que j'entends et qui débouche sur un départ de l'entreprise et le lancement à son compte en tant qu'entrepreneur, ce qui n'est pas une solution, n'est pas une réponse à tous les problèmes et génère d'autres enjeux. Donc ce qu'on voit aussi, ce que les gens te disent, c'est le sentiment que leur travail est fractionné, qu'ils n'en voient plus la place dans un ensemble. Et ça, c'est aussi un autre problème qu'on voit beaucoup, c'est que le sentiment de tout le monde, en réalité, contrairement à ce que dit Ford, a envie que son travail ait un sens et de comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Et donc, ce que tu racontes, on voit bien, le process entraîne un autre trait tout à fait intéressant, c'est qu'on ne voit pas pourquoi on fait ce que l'on fait. Exactement. Et ça, c'est absolument affreux. On est déconnecté de la valeur. Et ça, c'est affreux. Et c'est là qu'on comprend l'engouement énorme pour l'entrepreneuriat. Il y a 900 000 personnes qui ont créé leur entreprise l'an dernier en France. C'est un record. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui se lancent à leur compte parce qu'elles vont chercher cette connexion directe à la valeur dont tu parles, qui est absente dans la grande entreprise. On a envie de devenir artisan, on a envie de devenir indépendant, on a envie de devenir artiste à son compte, de devenir thérapeute et d'être directement en contact. Je trouve que c'est très intéressant de prendre le cas des thérapeutes. Les thérapeutes indépendants, les sophrologues et toutes les autres disciplines des thérapies alternatives sont souvent prisées par des personnes qui étaient salariés des hôpitaux publics et qui disent « je n'en pouvais plus de devoir suivre des règles et de passer du temps à reporter sur des chiffres plutôt qu'à être avec mes patients. L'organisation ne me permettait plus de faire ce pourquoi je me suis lancé dans ce métier. » Ce qu'il faut préciser, parce que avant de te rencontrer, moi-même, je n'avais pas très bien compris, auto-entrepreneur, ça veut dire beaucoup plus de choses que, disons, qu'on pense en général. Parce qu'auto-entrepreneur, voilà, à première vue, auto-entrepreneur, moi je pense la petite entreprise, je voyais pas du tout tous les gens que tu formes et tout ce nouveau modèle de société. C'est-à-dire, donc on a tous les thérapeutes. Des thérapeutes, des coachs, des artisans, des artistes, des créateurs de commerces locaux, des personnes qui décident de quitter la ville pour aller monter des maraîchers à la campagne. On est sur toute cette population de personnes qui se met à son compte, qui a une petite entreprise, qui est entrepreneur, mais qui est complètement absente de la sphère médiatique. Où dans la sphère médiatique, on va parler des grands patrons, des grands capitaines d'industrie, où on va parler des fameuses startups. Mais c'est rare qu'on parle de toutes ces formes qui tissent tout un tissu. Un tissu incroyable. Hein. Si on prend par exemple le secteur du bien-être, on attend 1 million de nouveaux professionnels du bien-être dans les prochaines années en France. Donc on a vraiment toute une génération d'individus qui veut être à la tête d'une entreprise créée à partir d'une passion. J'ai une passion pour quelque chose, j'ai un intérêt fort pour un sujet, je veux en faire mon activité, je veux en vivre. Bon, ça, c'est le point de départ. Donc, on a vu que dans une grande entreprise, les formes de souffrance, et donc un peu ton point de spécialité, c'est que c'est pas si simple, c'est formidable d'un côté, mais malheureusement, tu constates sur le terrain que beaucoup de gens qui créent leur entreprise ou qui deviennent auto-entrepreneurs font face à des souffrances. Alors, c'est pas exactement les mêmes. Oui. C'est moins Charlie Chaplin, mais c'est une autre forme de souffrance. C'est une autre forme de souffrance. Qui vient à mon sens, de deux mouvements. Le premier mouvement, j'ai quitté un univers où j'ai énormément souffert
je veux absolument que mon projet fonctionne et je vais mettre toute mon énergie, toutes mes réflexions sur ce projet, comme s'il était extérieur à moi. Et donc je vais vouloir devenir un excellent entrepreneur. Je vais chercher dans la bibliothèque le guide du parfait entrepreneur, le modèle à suivre. Et je vais essayer je vais aborder la situation en me disant c'est quoi un bon entrepreneur, je veux lui ressembler. Et donc il y a une déconnexion avec nous-mêmes. Et c'est ce que j'ai fait moi durant mes premières années, tu vois, mes 5 premières années de mon parcours d'entrepreneur ont été un enfer. Je pensais que je devais travailler d'une certaine manière. Je pensais que je devais respecter certains horaires. Je pensais que je devais travailler avec un certain endroit. Je n'étais absolument pas connecté à ce qui m'animait. Et c'est ce qui a causé des difficultés personnelles très fortes au bout de quelques années. D'ailleurs, mentionnons que le taux d'échec des nouvelles entreprises en France est très élevé. Et ça il faut l'entendre. Et une solution est, on va en parler, de comprendre qui on est, de comprendre quelles sont nos forces et de ne pas considérer que l'objet qu'on vient de créer, notre entreprise, est différente de nous-mêmes. Ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième mouvement, c'est la culture toxique. C'est la surmédiatisation d'une image où l'entrepreneur se tue à la tâche, travaille constamment, se coupe de ses amis, de sa famille. C'est la très forte médiatisation de profils comme Elon Musk, qui a créé plein d'entreprises, Tesla, SpaceX, etc., qui déclare dans les journaux qu'il a passé Noël dans son usine avec ses fusées, qu'il est allé au mariage de son frère mais qu'il y a passé que 30 minutes et qu'il a tout de suite repris l'avion pour retourner travailler, et qui dit à toutes les personnes qui peuvent l'entendre que c'est comme ça et uniquement comme ça qu'on peut réussir. Et ces deux mouvements-là créent des burn-out chaque année chez les millions de personnes qui sont à leur compte en France. On voit bien, c'est que c'est vraiment la logique de l'injonction. Moi, j'avais pas du tout vu ça avant qu'on en parle ensemble, mais on est vraiment pris par l'injonction d'un modèle auquel on doit correspondre. Et ça, c'est aussi une forme du poids de la norme qui écrase tout. On crée des normes auxquelles il faut répondre. Et c'est vrai, c'est le paradoxe. On décide d'être à son compte, mais au lieu de pouvoir en profiter pour essayer d'inventer à partir de soi comment se trouver, on essaie de rentrer dans un autre moule qui nous coupe de nous-mêmes et paradoxalement c'est logique, mais de nos propres forces. Parce que c'est paradoxal, parce qu'on croit, si je fais tout bien, ben ça va marcher. En fait, si je fais tout bien, je fais tout mal, parce que je suis pas moi-même et donc je suis coupé de ce que je sais et de mes propres forces. Donc ça, c'est vraiment... Il faut complètement oser être soi, il faut faire le chemin vers soi, surtout pour les entrepreneurs dont on parle, encore une fois. Si on prend le cas de quelqu'un, par exemple, quelqu'un que j'ai rencontré ce matin, qui a quitté un métier de comptable dans une banque pour ouvrir un studio de yoga. Donc cette personne, qui s'appelle Eric, et ce studio, c'est aussi son appartement. Il ne supportait plus dans son ancien métier d'être constamment sollicité. Il était dans un open space avec 20, 30, 40 personnes autour et on venait constamment lui demander quelque chose, de l'aide sur un projet, etc. Et que pour lui, c'est essentiel d'avoir son espace, son endroit, son calme, etc. Il a besoin de ça. Et il me disait, mais maintenant je comprends pourquoi ce studio de yoga m'est si difficile et pourquoi j'ai songé récemment à l'arrêter, cette entreprise, parce que j'ai choisi une forme d'entrepreneuriat qui réplique ce que j'ai connu dans la grande entreprise. Il n'y a pas de différence entre mon chez-moi et l'endroit où je travaille. J'accueille du public, j'accueille des élèves. Ça me gêne parce qu'ils arrivent parfois, il y a la porte de ma chambre qui est encore ouverte, ils voient toutes mes affaires. Et maintenant que j'ai cette connaissance sur qui je suis, ce qui m'anime,
Mais en fait, je vois bien que j'aurais pu choisir d'autres formes de création d'entreprise, d'autres modèles. Donc à plein de micro-décisions. Est-ce que je vais me lancer sur tel secteur d'activité ou tel autre secteur d'activité? Est-ce que je vais m'entourer de certaines personnes ou plutôt rester seul? Si je m'entoure de certaines personnes, comment je les choisis? Est-ce que je pars sur une activité qui accueille du public ou qui n'accueille pas de public? Est-ce que je pars sur une activité qui va nécessiter de la clarté, un rapport aux chiffres, un rapport à ce qui est juste? Il y a une infinité de situations dans le quotidien d'entrepreneur qui nécessitent de savoir qui on est et ce qui nous anime. Ça faisait longtemps que tu te rendais compte que le problème était ce manque de connaissance de soi-même et tu as testé d'autres choses avant. Oui, donc à partir de mon premier burn-out, je me suis dit mais je vais trouver des solutions. Je me suis rendu compte que dans la sphère entrepreneuriale, il n'existait rien, mais que par contre, dans certaines très grandes institutions, comme l'ONU, ou dans certaines grandes entreprises, au plus haut poste, on propose différents tests de personnalité. Donc les plus connus, tu as le modèle DISC, DISC, tu as le modèle ProcessCom qui a été mis au point par la NASA, suite au crash d'une fusée dans les années 60. Ils ont envoyé une fusée dans l'espace, la fusée a explosé. Et à partir de là, ils ont fait une étude pour se demander mais pourquoi cette fusée a explosé? En fait, parce que les ingénieurs qui bossaient sur la fusée n'arrivaient pas à se comprendre. Ils n'avaient pas un problème de compétences techniques, mais ils n'arrivaient pas à se comprendre. Donc la NASA a dit, bon voilà, il faut qu'on comprenne comment les gens travaillent ensemble. Ils ont mis énormément d'argent sur la table pour inventer le modèle ProcessCom. J'ai commencé à me renseigner sur les intelligences multiples, plus récemment sur l'autisme Asperger ou sur l'hyperactivité. Mais si à certains moments, ces modèles ont pu me donner des éclairages, je les trouvais toujours essentialisants et enfermants. Je prends le modèle, on me donne un résultat de 35 pages qui, en fait, me répète à chaque ligne, voilà qui tu es et uniquement ce que tu es. Et ça m'a été difficile. C'était Ça, c'est important parce que en général, dès qu'on parle de savoir qui on est, on voudra avoir une nouvelle étiquette. Or, au fond, si on veut être, d'un point de vue philosophique, fidèle à ce que c'est un être humain, on est des êtres en devenir. On a des dons, des capacités, mais il faut les travailler tout au long de sa vie, les déployer. Et donc, évidemment, c'est ça que moi aussi qui me choque souvent. C'est que la seule manière de dire aux gens qui y sont, au début, on est content, parce que, ah oui, on se reconnaît, et après, on est très emmerdé, parce que ça nous condamne, au fond. On est condamné à quelque chose, au lieu que qu'on se reconnaisse et que ça nous motive. Et surtout que quand on crée une entreprise, notre quotidien ne va faire qu'évoluer. C'est-à-dire qu'il y a une différence énorme, majeure, entre le stade je décide d'y aller, je décide de quitter mon emploi salarié pour monter un projet, mais je sais pas encore lequel, du stade j'ai une idée mais elle n'est pas encore lancée, du stade ça y est, je viens de lancer l'activité mais j'en vis pas encore, du stade je peux en vivre et maintenant j'envisage même de recruter quelques personnes. Et donc l'approche vivante dont tu viens de parler est essentielle. Et c'est là où des modèles qui sont trop fixes, trop statiques, me semblent être complètement à côté de la plaque de la réalité des millions de personnes indépendantes aujourd'hui en France. Moi, ce que j'ai trouvé éclairant dans ton analyse du problème actuel des auto-entrepreneurs, c'est de montrer que leur souffrance vient d'une forme de méconnaissance d'eux-mêmes. Alors que si on a une souffrance, moi j'ai souvent l'impression de ferrailler contre la solution qu'on voit partout, c'est détendez-vous, calmez-vous, respirez, apprenez à gérer votre stress, apprenez à gérer vos émotions. Au fond, quasiment, si quelqu'un souffre, la seule réponse qu'on va lui donner à sa souffrance, donc là, parce qu'on c'est de cet ordre-là, au fond, de l'ordre d'une meilleure gestion de soi-même entendu comme un ensemble de ressources à gérer, ce qui est déjà
d'une violence inaperçue, mais réelle. Et Fabrice, d'où il vient ce malentendu? Pourquoi est-ce qu'on pense que pour aller mieux, on doit apaiser nos émotions et se calmer? Ça, c'est vraiment une énigme qui me hante depuis des années, parce que je crois que le problème, c'est qu'on a parlé de comment on met des process pour tout et que c'est déshumanisant. On le comprend parfaitement bien aujourd'hui. Tout le monde va être d'accord. Tout le monde voit que on peut pas continuer comme ça. Mais les gens se rendent pas compte qu'ils ont la même attitude envers eux-mêmes. Ce que tu viens de décrire très bien. C'est-à-dire, je fais ça le matin, je fais ceci pour entièrement être dans une idée de la performance qui est complètement fausse, puisque mécanique, process, donc il faudrait dire qu'il y a une performance qui est vivante, un processus qui est complètement une sorte de mise en process de soi-même. Et là, encore une fois, c'est terrible parce que c'est avec les meilleures intentions du monde que plein de gens disent « je vais vous apprendre à gérer votre stress », sans se rendre compte qu'on ne peut pas gérer son stress. Parce que gérer, c'est un mot du domaine économique qui trahit bien la volonté de contrôle, de mettre en process, et qui participe au fond d'une coupure avec notre humanité profonde. Et donc en fait, moi je dis souvent de manière un peu provocatrice, mais plus les gens veulent gérer leur stress, plus ils seront stressés. Parce que ils rentrent dans la logique je vais enfin tout contrôler, ça va marcher. Ce que je disais au début de notre entretien, c'est nous refusons qu'il y a de l'imprévisible dans le monde et dans le réel, et nous voulons nier la complexité pour la simplifier, et dans les deux cas, c'est irrationnel et ça ne fonctionne pas. Eh bien, nous faisons la même chose avec nous-mêmes. Et c'est et ce qui est aussi tout à fait surprenant, c'est qu'en réalité, c'est violent. Ça part d'un tout à fait... Si je dis à tout le monde, je vais vous apprendre à vous calmer, à être zen, tout le monde dit « Ah ouais », mais en réalité, c'est violent, parce que ça participe... Voilà, vous êtes confus, de temps en temps submergé, de temps en temps vous avez peur. Ça veut dire que là, vous avez un problème, il faut que vous soyez cette image idéale. Tu as parlé de l'image idéale de l'entrepreneur, mais on pourrait dire l'image idéale de l'homme complètement calme, apaisé, et donc on se sent encore plus coupable d'être un être humain, parce qu'un être humain, il est des fois stressé, il est des fois bouleversé, et que c'est beaucoup plus en faisant alliance avec ce qu'on est, et en apprenant à travailler avec ce qu'on est. Donc, il ne s'agit pas du tout de gérer ses émotions, il s'agit de les écouter, de les rencontrer, de les transformer, d'en faire un moteur, de savoir s'en détacher à d'autres moments. Mais c'est toute cette, au fond, finesse de relation qui est juste. Et je crois que ça crée une immense souffrance, puisque ce qu'on propose, loin d'alléger la souffrance, ne fait en réalité que la renforcer. Il y a plein de... Ça, c'est... Ou alors, on a un soulagement temporaire, on fait un petit exercice de méditation pour se calmer, ça donne un soulagement temporaire, mais en réalité, ça ne fait que déplacer le problème qui va ressurgir à un autre moment et qui, en fait, en plus, nous prive de la puissance créatrice, d'énergie, de vision qui nous habite. Ça résonne très fort en t'écoutant. Je me souviens de cette dispute que j'avais eue avec mon ancienne amoureuse à l'époque du lancement de mon entreprise. Je pensais tout le temps à cette entreprise. Et elle me disait, mais calme-toi, arrête d'y penser, fais le vide dans ta tête. Et à chaque fois qu'elle me disait ça, je ressentais une violence mais incroyable. Je disais, mais comment est-ce que tu peux me dire de penser à autre chose? Je suis en train de mettre toute ma vie dans ce projet. Et on n'était pas sur le bon plan. Puis surtout, on dit à quelqu'un de se calmer, il se sent encore plus coupable. On se sent coupable. Et on se sent coupable, on voit pas comment on peut faire, c'est complètement abstrait. Et donc, au fond, il aurait fallu dire, voilà, comment arriver à épouser cette énergie pour qu'elle ne te dévore pas, mais que tu ailles avec la vague de cette énergie. Et pour ne pas créer une entreprise qui devient notre propre prison, ce que tu dis me semble absolument essentiel. Se comprendre, rencontrer ses émotions, comprendre d'où viennent ces émotions et qu'est-ce qui peut les générer dans notre quotidien d'entrepreneur, et travailler à partir de là. Fabrice, évidemment, je voulais aussi finir cette vidéo en te remerciant, puisque
on lance bientôt une formation inédite ensemble qui s'appelle les 5 portes des entrepreneurs. Moi, quand j'ai découvert cet outil, je l'ai trouvé utile, puissant, en résonance avec plein de facettes du quotidien de quelqu'un qui est à son compte. Je l'ai appliqué moi-même, puis ensuite je l'ai fait utiliser par des entrepreneurs que j'accompagne. Et quand j'ai vu leur retour, je suis revenu vers toi et je t'ai dit, mais en fait Fabrice, ce livre, cet outil, il faut le mettre dans les mains de pas mal de personnes qui sont à leur compte. Et je suis ravi d'avoir tourné cette formation avec toi et j'espère qu'elle aidera beaucoup de personnes. Moi, j'étais très étonné quand tu m'as parlé de ça parce que ces enseignements, voilà, moi, je viens de toute la tradition tibétaine. Je les avais reçus il y a 20 ans, de maîtres qui m'avaient dit de les pratiquer pendant 15 ans sans en parler, et puis pour pouvoir les redonner d'une autre manière. Donc j'avais vraiment fait tout ce travail-là, et c'est vraiment une sorte de quintessence qui me hante et qui me travaille depuis que j'ai reçu ces enseignements, de voir comment les transmettre aux gens, que ça puisse les aider. Et là, j'avais pas du tout pensé que ça pourrait aider les entrepreneurs, et toute la discussion qu'on a eue aujourd'hui, qu'on a eu avant, que j'ai voulu partager avec tout le monde, parce que c'est tellement éclairant de comprendre très concrètement la souffrance et les mécanismes de la souffrance au travail. Donc je suis vraiment... en fait, j'ai tout de suite été assez enthousiaste de pouvoir transmettre ces enseignements qui permettent aux gens de savoir, au fond, voilà, est-ce que ce qu'ils aiment le plus, c'est d'être en paix, de voir clair, de faire, de sentir un sens de plénitude, ou d'entrer en relation, comprendre comment ça fonctionne, ce dynamisme-là. Et c'est sûr que en dialoguant avec toi, je trouve que ça fait vraiment une articulation, voilà, entre l'analyse que je peux faire et puis toi qui connais tellement bien le terrain. Et je crois que c'est ça qui m'a assez enthousiasmé, de pouvoir faire un vrai parcours. Et puis ceux qui me connaissent savent que un peu mon obsession, c'est que ça fasse toujours chemin pour les gens. Parce que je trouve ce qui est embêtant, c'est on donne des idées, des concepts, des recettes, mais les gens après ils voient pas comment le déployer. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu as vraiment répondu un peu à ce qui était pour moi important, mais aussi par ton travail déjà d'éducation des entrepreneurs, mais de vraiment faire quelque chose qui aide les gens pas à pas à avancer. Mais là, j'ai un conseil pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est de vraiment y consacrer du temps. Moi, pour ce livre-là, ou pour, de manière générale, n'importe quel livre qui nous touche, il faut pas le survoler. Moi, je crois que Tu ne crois pas du tout ce qu'on voit maintenant sur Internet, comment lire un livre en 5 minutes et en retirer les 3 idées Je pense que c'est une connerie monumentale, pour être très, très direct. Non, moi, les 5 portes, j'ai senti dès les premières pages que là, il y avait une résonance forte et quelque chose de différent par rapport à tous les autres outils que j'avais testés avant. Mais ensuite, j'ai passé 48 heures, comme tu sais, à travailler dessus. Mais vraiment, littéralement, 48 heures, un week-end entier. Et puis ensuite, j'ai proposé à un groupe de 40 entrepreneurs que j'accompagnais de eux aussi passer 48 heures. Et c'est là qu'on commence à faire le chemin. J'aime beaucoup cette expression. Donc, si cette vidéo a résonné chez certaines, moi je les invite à aller creuser, continuer, se poser dessus. Ce n'est pas du temps perdu. Ce n'est pas du nombrilisme. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est sûrement le meilleur choix qu'on peut faire quand on est entrepreneur, qu'on est à son compte, c'est de se connaître. Et moi, ça fait 10 ans que je suis à mon compte. J'ai jamais été salarié. J'aurais aimé le savoir il y a 10 ans. J'aurais fait des choix très différents. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres surprises et d'autres aventures.